Imaginez à quel point cet enfant de 7 ans a dû être traumatisé et marqué par le fait d'avoir été témoin du meurtre de sa petite sœur par sa mère. Et puis ce jeune garçon dont le père a assassiné sa mère et sa sœur et qu'il a ensuite contre-interrogé au tribunal. Ces 6 enfants sont sur le point de dénoncer leurs parents et de les envoyer en prison. Ronnie O'Neal, 4e. Le 16 juin 21, le procès de Ronnie O'Neal, 3e, s'ouvre. La salle d'audience est tendue alors que Ronnie, 3e, qui se représente lui-même, contre-interroge son propre fils, alors âgé de 11 ans. Ronnie, 4, le seul témoin des meurtres de sa mère et de sa sœur, se présente à la barre avec un Golden Retriever à ses côtés pour le réconforter. Le 18 mars 1998, à Riverview, en Floride, une nuit d'horreur s'est déroulée. Ronnie O'Neal, 3e, alors âgé de 29 ans, se serait déchaîné, tuant son ex-compagne, Kenyatta Baron, et leur fille de 9 ans, Ron Nevaeh O'Neal. Le seul survivant de cette attaque brutale est leur fils de 8 ans, Ronnie O'Neal, 4e, qui a été grièvement blessé. Les détails de cette nuit-là ne sont rien de moins qu'un cauchemar. À 23h43, le bureau du shérif du comté de Hillsborough a reçu un appel frénétique. On entend la voix d'une femme, qui serait celle de Kenyatta, en détresse. En arrière-plan, une voix masculine crie « Elle m'a tué! Et ne sortez pas! Appelez le 911 maintenant !» L'appel s'est brusquement terminé, laissant un silence glacial. 8 minutes plus tard, un autre appel au 911 a été reçu. Cette fois, un homme a affirmé avoir été attaqué par des démons blancs et a accusé Kenyatta d'avoir essayé de le tuer. Il a ensuite avoué « Je viens de la tuer » et a donné l'adresse de leur domicile. Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Kenyatta inconsciente dans le jardin. À l'intérieur de la maison, l'horreur se poursuit. Ronnie, 3e, avait battu sa fille Ron Nevaeh avec une hachette, la tuant, et avait poignardé son fils, Ronnie, 4e, le blessant grièvement. Il a ensuite mis le feu à la maison. Ronnie, 4, malgré ses graves blessures, a réussi à s'échapper de la maison en flammes. Il a été retrouvé avec des coups de couteau et des brûlures et a déclaré à un inspecteur « Mon père a tiré sur ma mère ». Il a été immédiatement transporté à l'hôpital pour y être soigné. Pendant ce temps, Ronnie, 3e, a résisté à son arrestation et la police a dû lui administrer un coup de taser. Dans la voiture de police, il a qualifié Kenyatta de diable et a affirmé que les enfants sont les enfants du diable. Lors de son témoignage, Ronnie, 4, a raconté les événements horribles de cette nuit-là. Il a ensuite décrit comment sa mère avait dû se cacher dans le placard de sa sœur pour se mettre à l'abri. Il est allé plus loin en racontant que son père lui avait demandé de répéter le mot « Allahu Akbar ». Il a raconté que son père était entré dans le garage et qu'il l'avait suivi. Ronnie, 3 l'a alors mis à terre, a posé son pied sur lui, a allumé une allumette et l'a jeté par terre. Les bras croisés, Ronnie, 4 a également déclaré « J'ai vu mon père tenir un fusil de chasse et ma mère crier ». Le contre-interrogatoire a été intense. Ronnie, 3e, a tenté de trouver des contradictions dans le témoignage de son fils par rapport à ce qu'il avait dit aux enquêteurs il y a 3 ans. Le 21 juin 21, le jury a déclaré Ronnie O'Neal 3e coupable de tous les chefs d'accusation. Il s'agissait de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre au premier degré, de 2 chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants, d'un chef d'accusation d'incendie criminel et d'un chef d'accusation de résistance à un agent des forces de l'ordre. Cependant, O'Neal n'a pas accepté de reconnaître qu'il avait fait quelque chose de mal. Le 23 juillet 2021, Ronnie O'Neal 3 a été condamné à 3 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 ans. La juge Michelle Cisco, qui a présidé l'affaire, l'a décrite comme la pire affaire jamais vue en 19 ans de carrière judiciaire. Elle a condamné les actes de Ronnie 3 en les qualifiant de cruauté abjecte, en particulier à l'égard de sa fille, Ron Nevaeh. Le procureur Andrew Warren s'est fait l'écho de ses sentiments en déclarant « Ces meurtres sont parmi les plus cruels et les plus vicieux que notre communauté ait jamais vus. » Mais qu'en est-il de Ronnie O'Neal 4e, le jeune garçon courageux qui a témoigné contre son propre père? La suite a été pour lui un voyage de guérison et de résilience. Le 25 novembre 29, Ronnie 4 a été adopté par le détective Mike Blair, qui s'était occupé de lui la nuit des meurtres. Cet acte de bonté a ouvert un nouveau chapitre dans la vie de Ronnie 4, rempli d'amour et de soutien. Vient ensuite le cas d'une jeune fille qui est sur le point d'affronter son père au tribunal pour la première fois depuis qu'il a assassiné sa mère. Comme les autres, mais sous la surface, des tensions se font jour. Brian et Joséphine Ramos sont mariés depuis 17 ans et élèvent leur fille à San Antonio. Cependant, leur relation s'est détériorée, ce qui les a conduits à prendre une décision qui allait changer leur vie à jamais. Le 31 mars 29, le couple signe les papiers du divorce, qui doit être prononcé le lendemain.
La fin de leur mariage semblait imminente, mais personne n'aurait pu prédire les événements tragiques qui allaient se produire. Le 1er avril 29, un jour seulement avant que leur divorce ne soit prononcé, Joséphine Ramos a été tuée par balle dans un parking près de Goliad Road. Des témoins ont déclaré avoir vu Brian Ramos sur les lieux, ce qui a conduit à son arrestation immédiate. Pour sa fille, la perte de leur mère a été dévastatrice. Leur monde avait été brisé, et le responsable était leur propre père. Au fur et à mesure que le procès avançait, sa fille s'est préparée à affronter son père au tribunal. Son témoignage serait un élément crucial de la procédure, car il mettrait en lumière l'impact de la mort de leur mère et la douleur infligée par les actions de leur père. Le jour du témoignage est arrivé. Les enfants, désormais contraints de vivre sans leur mère, se tiennent devant le tribunal, prêts à raconter leur histoire. Ils étaient très sur le point de confronter l'homme qui leur avait enlevé leur mère. La voix de la fille s'est brisée sous le coup de l'émotion lorsqu'elle s'est adressée à son père. Ses mots étaient crus et sans filtre, reflétant l'immense douleur qu'elle ressentait. Brian Ramos n'a pu qu'écouter sa fille déverser son chagrin et sa colère. Le poids de ses actes était évident dans chacun de leurs mots. Elle a parlé de la perte irremplaçable de sa mère et du vide profond laissé dans leur vie. Le juge et les personnes présentes dans la salle d'audience ont écouté en silence, la gravité de la situation pesant lourdement sur toutes les personnes présentes. Les frères et sœurs de Joséphine ont également fait leur déclaration de victime. Brian Ramos, bien qu'il ait plaidé non coupable à l'accusation de meurtre, est déclaré coupable et condamné à 35 ans de prison et à une amende de $2000. Brian Ramos a été condamné à 35 ans de prison et à une amende de $2000. Ensuite, il y a le cas de 2 enfants qui ont entendu leur père tomber par terre dans un bruit sourd. Ils étaient loin de se douter que leur mère avait tué leur père. Les enfants Harper. Lorsque Julie Harper a abattu son mari, elle n'a sans doute jamais pensé que ses enfants seraient ceux qui la dénonceraient au tribunal. Julie Harper, mère de 3 enfants, et son mari Jason Harper, professeur de mathématiques dans un lycée, semblaient avoir une vie de banlieue typique. Pourtant, derrière les portes closes, leur mariage était tout sauf ordinaire. Julie affirme que leur relation a été entachée par des années d'abus verbaux et sexuels. Elle a décrit Jason comme un homme qui la réprimandait fréquemment, la traitant de grosse dégoûtante et l'accusant de gaspiller de l'argent. Les vidéos des téléphones portables diffusés au tribunal ont filmé la fureur de Jason qui hurlait contre Julie à propos de ses habitudes de consommation, lui demandant « Je m'en fiche, mais ne me force pas à aller quelque part tant que tu ne m'as pas donné mes $3000. Je ne veux pas permettre ton horrible gaspillage d'argent, ta mauvaise cote de crédit et tout le reste. » La tension dans leur foyer atteint son point d'ébullition un jour fatidique de l'année 22. Julie Harper admet avoir tiré sur son mari, mais affirme qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Elle affirme que Jason l'a violée 30 fois au cours de leur mariage troublé et qu'elle l'a abattue parce qu'elle craignait qu'il ne la viole à nouveau, voire qu'il ne la tue. La fusillade mortelle s'est produite dans une pièce à l'étage de leur maison, alors que leurs 3 enfants étaient en bas et regardaient la télévision. Julie a déclaré qu'elle avait tiré accidentellement lorsque son mari l'avait attaquée au cours d'une dispute. Cependant, les procureurs ont brossé un tableau différent. Ils ont montré des photos prises le jour de l'arrestation de Julie, où elle n'était qu'en sous-vêtements et ne présentait aucune blessure apparente. Ils l'ont décrite comme une femme froide et calculatrice qui, juste après la fusillade, a emmené ses enfants manger des pâtisseries. Elle avait également un sac de fuite contenant une arme et des passeports, ce qui indique une préméditation. Ses enfants ont témoigné contre elle au tribunal et ont exprimé leurs griefs. Son fils a également témoigné, mais sa détresse était si grande que le tribunal a mis à sa disposition un chien d'assistance pour le réconforter. Les enfants ont raconté les événements déchirants survenus le jour où leur père a été tué. La fille a déclaré avoir entendu un bruit sourd. Lorsqu'ils ont demandé à leur mère ce qui s'était passé, Julie leur a répondu « Papa est tombé de la chaise ». Les enfants voulaient voir leur père, mais Julie a refusé en disant non. Sa fille a également refusé de reconnaître Julie comme sa mère. Tout au long de la procédure judiciaire, elle l'a appelée Julie. Julie Harper a été reconnue coupable de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu pour l'assassinat de son mari dans les années 22. Elle a été condamnée à une peine allant de 40 ans à la perpétuité dans une prison d'État. La condamnation pour meurtre au second degré a donné lieu à une peine de 15 ans d'emprisonnement à perpétuité, à laquelle s'ajoutent 25 ans d'emprisonnement à perpétuité pour l'allégation d'utilisation d'une arme à feu. Si cette affaire a été traumatisante, la suivante est encore plus troublante, puisqu'un garçon de 7 ans est sur le point de raconter à la barre qu'il a vu sa mère assassiner sa sœur. Andrew Hunter, Hadji. Ce garçon de 7 ans est sur le point de témoigner au tribunal contre sa mère. Il a vu sa mère noyer sa sœur à mort et il va raconter cette expérience au jury. Mais rappelons ce qui s'est passé le jour du crime. Le 8 août 2008, dans la petite ville d'Esto, en Floride, Adriana Hutto, 7 ans, est retrouvée sans réaction dans la piscine familiale. Sa mère, Amanda Lewis,
a affirmé qu'Adriana avait nettoyé des insectes dans la piscine, qu'elle avait glissé et qu'elle s'était noyée. Amanda a déclaré avoir tenté de sauver sa fille, pratiquant même la réanimation cardio-pulmonaire tout en appelant les services d'urgence. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont transporté Adriana par avion à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. Pendant qu'Amanda était à l'hôpital, son fils Hadji était avec ses grands-parents, Brenda et Charles Burns. Hadji, qui n'avait que 6 ans à l'époque, a commencé à raconter une histoire différente. Adriana avait vaporisé du produit de nettoyage pour vitres sur la télévision, ce qui avait mis Amanda très en colère. Brenda et Charles sont choqués par le récit d'Hadji et l'emmènent au commissariat pour l'interroger. Ce jour-là, Hadji a été interrogé à 2 reprises par les enquêteurs et un spécialiste de l'enfance. Les 2 fois, son histoire est restée la même. Il a même utilisé des actions pour montrer comment sa mère avait noyé sa sœur. Il a raconté la même histoire au tribunal. Il a dit que sa mère avait noyé Adriana dans la piscine. Hadji a décrit comment Amanda avait utilisé sa main pour couvrir le visage d'Adriana et la pousser sous l'eau. Il a déclaré que sa sœur avait été plongée pour la punir d'avoir été vilaine. La raison, le témoignage d'Hadji est très explicite et fait froid dans le dos. Il a déclaré « Elle a fait des choses qu'elle n'était pas censée faire. Alors ma mère s'est mise en colère et l'a jetée dans la piscine. » Malgré les dénégations d'Amanda et son passage au détecteur de mensonges, les autorités n'ont pas été convaincues. Au cours du mois suivant, les enquêteurs et le procureur local ont corroboré de nombreux éléments de l'histoire d'Amanda. Ils décident d'enquêter plus avant. Une inspection du domicile des enfants a révélé que leur chambre était sordide et empestait l'urine. Adriana souffrait de TDAH et faisait pipi au lit. La chambre était dépourvue de jouets, ce qui donnait une image sombre des conditions de vie des enfants. Le tribunal a pris connaissance d'un croquis qu'Hadji avait dessiné, décrivant les événements qui ont conduit à la mort d'Adriana. Le dessin était simple mais puissant, illustrant la façon dont Amanda avait poussé Adriana dans la piscine et l'avait maintenue au sol. Le rapport d'autopsie a confirmé le témoignage d'Hadji. Il a révélé une ecchymose sur le visage d'Adriana qui s'était transformée en une empreinte de main, ce qui correspond à la description d'Hadji selon laquelle sa mère couvrait le visage d'Adriana et la poussait sous l'eau. Le médecin qui avait tenté de sauver Adriana a témoigné qu'Amanda n'avait manifesté aucune émotion en apprenant la mort de sa fille. Au lieu de cela, elle a demandé où se trouvait le distributeur automatique, un détail qui a choqué la salle d'audience. Après un procès de 4 jours, le jury a délibéré pendant plusieurs heures avant de rendre son verdict. Amanda Lewis a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré et de maltraitance d'enfants. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 30 ans supplémentaires pour les sévices infligés aux enfants. Vient ensuite le cas d'une jeune fille qui a été piégée par son père pour espionner sa femme. Elle s'apprête à raconter comment son père a enlevé sa mère. Arden Summers. Un homme appelle le 911 pour signaler le cas d'une femme qui est sortie en courant de la voiture d'un homme en criant à l'aide. Il s'agit de l'affaire John Summers, un homme accusé d'avoir enlevé sa propre femme, Lisa Summers. Le témoignage d'Arden Summers devait révéler une série d'événements choquants qui ont conduit à l'enlèvement présumé. La relation d'Arden avec son père a toujours été compliquée. En grandissant, elle avait été témoin du comportement contrôlant de son père envers sa mère. John Summers était un homme d'affaires prospère, mais derrière les portes closes, c'était un homme rongé par la paranoïa et le besoin de contrôle. Dans les mois qui ont précédé l'enlèvement présumé, le comportement de John Summers est devenu de plus en plus erratique. Arden a témoigné que son père lui demandait fréquemment de fouiller dans les affaires de sa mère, en particulier dans son sac à main, à la recherche de pilules contraceptives. La tension au sein de la famille Summers atteint son paroxysme lorsque Arden découvre les pilules contraceptives dans le sac à main de sa mère. Elle les remet à son père, qui entre dans une colère noire. Elle décrit comment son père a installé des caméras dans leur maison pour surveiller les moindres faits et gestes de sa mère, et a suivi son téléphone pour s'assurer qu'elle ne communiquait pas avec des personnes qu'il n'approuvait pas. Arden a révélé que sa mère lui avait confié vouloir quitter John, mais qu'elle était trop effrayée pour passer à l'action. La nuit de l'enlèvement présumé est restée gravée dans la mémoire d'Arden. Elle raconte que son père est rentré à la maison, furieux, accusant sa mère d'avoir l'intention de le quitter. Arden a entendu la dispute s'envenimer et a tenté d'intervenir, mais son père l'a repoussé. Elle a regardé avec horreur John traîner de force Lisa hors de la maison et la faire monter dans sa voiture. Arden a témoigné qu'elle a supplié son père d'arrêter, mais il l'a menacée en lui disant que si elle appelait la police, il tuerait sa mère. Elle a parlé de la culpabilité qui pesait sur elle depuis des années, se sentant responsable de ce qui était arrivé à sa mère. Le juge Sabella, qui présidait l'audience, lui a assuré qu'elle ne devait pas se sentir coupable de ce qui s'était passé, soulignant que la responsabilité incombait uniquement à son père. Ces paroles ont permis à Arden de tourner la page et d'entamer le processus de guérison. Le jury a délibéré pendant des heures, mais le verdict était clair.
Trevor Summers a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, suivies de 224 années supplémentaires d'emprisonnement. Si cette affaire a été très traumatisante pour Arden Summers, la suivante est encore plus folle. Cette jeune fille est sur le point de témoigner des abus sexuels qu'elle a subis pendant des années de la part de son père. La fille de Christopher Sena. C'est le 2e jour d'un procès devant jury. Un silence tendu règne dans la salle d'audience lorsque les procureurs appellent leur premier témoin à la barre. Ce témoin n'est autre que la propre fille de Christopher Sena, aujourd'hui adulte, qui a courageusement décidé de témoigner contre son père. Son identité est tenue secrète pour la protéger, mais son témoignage a été des plus poignants et des plus émouvants. À la barre, le témoin à la voix douce a commencé à raconter les expériences traumatisantes qu'elle a subies de la part de son père. Elle a révélé que les abus sexuels avaient commencé alors qu'elle n'avait que 11 ans. Sa voix tremblait lorsqu'elle a décrit comment Sena la manipulée, lui disant d'abord que c'était une façon de lui montrer qu'elle l'aimait. Le témoin s'est effondré à plusieurs reprises, des larmes coulant sur son visage, alors qu'elle décrivait les nombreux incidents de viol. Elle s'est souvenue de la première fois où cela s'est produit. Sena s'était assuré que personne n'était présent lorsqu'il l'a agressée, créant ainsi un environnement de peur et d'isolement. Elle a témoigné que les abus se sont poursuivis pendant des années, jusqu'à l'arrestation de son père en 24 ans. L'un des moments les plus déchirants de son témoignage a été lorsqu'elle a parlé des menaces que son père proférait pour la faire taire. Il lui disait que si elle parlait, personne ne la croirait et qu'elle finirait en prison. Ces menaces l'ont maintenue dans un état de peur constante, se sentant piégée et impuissante. Le témoin a également révélé qu'à une occasion au moins, sa mère, Terry Sena, a été témoin de l'abus. Terry Sena, l'ex-femme de Christopher, vivait avec lui et son épouse actuelle, Deborah Sena, à l'époque des faits. Le témoin a déclaré que son père l'avait forcé à avoir des contacts sexuels avec sa belle-mère, Deborah. Terry et Deborah ont toutes deux accepté de plaider coupables et ont été condamnées à des peines allant de 10 ans à la perpétuité. Elles témoigneront elles aussi contre Christopher Sena. L'accusation a identifié un total de 7 victimes présumées, qui sont toutes des enfants de Sena ou qui lui sont liés d'une manière ou d'une autre. Les abus ne se limitaient pas à sa famille proche. Sena contraignait également ses enfants à amener des amis chez lui pour qu'ils puissent également abuser d'eux. Terry Sena a déclaré que les abus avaient commencé dans les années 1990 avec sa sœur de 12 ans. En février 29, Sena a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation d'abus sexuels et de maltraitance d'enfants. Le 28 mai 29, le juge Bill Kefart l'a condamné à 54 peines de prison à perpétuité. Avec lui, Deborah Sena et Terry Sena ont été condamnés à 10 ans de prison pour leur participation volontaire. Sena a été reconnu coupable de 95 des 120 chefs d'accusation retenus contre lui. Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé une peine de 337 ans. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type. Austin Myers. Austin Gregory Myers, 19 ans, est sur le point d'être condamné par le tribunal du comté de Warren. Myers et un co-accusé avaient sauvagement assassiné Justin Michael Bach, 18 ans, qui a été victime d'un meurtre brutal aux mains de ses amis d'enfance. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans les détails du crime, du procès qui a suivi et de la disparité choquante entre les peines prononcées qui a laissé la nation dans l'incrédulité. Pour bien comprendre les événements choquants qui se sont déroulés, nous devons d'abord nous pencher sur le passé des personnes impliquées. Justin Michael Bach, Austin Gregory Myers et Timothy E. Mosley. Justin, né le 13 février 1995 à Waynesville, dans l'Ohio, était un jeune homme promis à un bel avenir. Il venait d'être diplômé du lycée de Waynesville en 2013 et s'apprêtait à entamer un nouveau chapitre de sa vie en s'engageant dans la marine. Il était loin de se douter que sa vie serait tragiquement interrompue. Austin Myers, né le 4 janvier 1995, et Timothy Mosley, né le 11 octobre 1994, étaient des amis d'enfance de Justin. Ils avaient fréquenté le même collège et partageaient une histoire qui allait finalement déboucher sur un crime horrible. À un moment donné, ils étaient inséparables, mais leur amitié allait prendre une tournure sinistre. Tout a commencé lorsque Austin a proposé à Timothy de gagner de l'argent. Timothy, intrigué par l'idée, a écouté Austin lui présenter un plan. Ils discutent de la possibilité de cambrioler un dealer ou même le beau-père de Justin, Mark Cates. Austin sait que Mark possède un coffre-fort dans la maison familiale dont on dit qu'il contient une importante somme d'argent, environ 20 000 $. L'attrait de l'argent facile s'est avéré trop tentant pour que les jeunes hommes puissent y résister. Il prévoit de s'introduire chez Justin, de voler le coffre-fort et de faire croire que Justin l'a volé et s'est enfui. Austin prend les devants et frappe à la porte de la maison familiale. Justin, sans se douter du danger qui l'attendait, a laissé son ami d'enfance entrer. Une fois à l'intérieur, les 3 hommes engagent la conversation, ignorant les sinistres intentions qui se cachent sous la surface. Saisissant le moment opportun, Timothy a lancé une attaque surprise sur Justin par derrière.
Armé d'un garrot, un fil de fer utilisé pour la strangulation et d'un couteau de poche de 15 cm, il tente de maîtriser Justin tandis qu'Austin le tient par devant. Justin s'est battu pour sa vie, essayant désespérément de se libérer des griffes de ses anciens amis. Au milieu du chaos, Timothy s'est rendu compte que le garrot n'était pas correctement positionné autour du cou de Justin. Pris de panique, il a poignardé Justin par derrière avec le canif, dans un moment de pure brutalité. Alors que Justin gisait blessé et luttait pour ses derniers souffles, Austin a pris le contrôle de la situation. Il a placé le garrot autour de la gorge de Justin, resserrant sa prise, tandis que Timothy continuait à le poignarder dans la poitrine. La brutalité de l'attaque est difficile à comprendre. Justin a été poignardé 21 fois au total. Sa vie s'est éteinte dans un acte de violence insensé. La vie de Justin lui ayant été cruellement enlevée, Austin et Timothy se tournent vers leur objectif initial, trouver le coffre-fort. Ils fouillent à la maison et finissent par le découvrir dans un placard, mais à leur grand désarroi, il est fermé à clé. Alors qu'ils s'éloignent avec le corps de Justin, la paranoïa de Timothy commence à l'envahir. Craignant d'être suivi, il a emprunté des routes secondaires jusqu'à un endroit isolé, où il a garé la voiture et vérifié à l'extérieur qu'il n'y avait pas de traces de sang. Pendant ce temps, Austin cherche le portefeuille de Justin, qu'il finit par trouver dans l'un des sacs qu'ils ont emportés. Dans une démonstration d'insensibilité, il a pris plus de $100 du portefeuille pour lui-même, un dernier acte d'avidité au milieu du chaos. Dans une tournure d'événements effrayante, Austin a suggéré un plan qui compliquerait encore plus le crime déjà macabre. Il a proposé de tuer le beau-père de Justin, Mark Cates, afin de faire croire qu'il avait tué Justin et disparu. Cependant, après mûre réflexion, ils ont décidé de ne pas suivre cette ligne de conduite, réalisant peut-être que leur dépravation avait déjà atteint des sommets inimaginables. Au lieu de cela, ils se sont rendus dans un parc à Brookville, où Timothy a jeté l'ordinateur portable de Justin dans une benne à ordures. Sentant le besoin d'un outil qui pourrait les aider dans leurs entreprises criminelles, Austin et Timothy ont acheté un pied de biche à Englewood. Ils sont retournés chez Timothy, le cœur battant d'impatience, alors qu'ils se préparaient à découvrir les richesses qui, selon eux, les attendaient. Cependant, leurs espoirs ont été rapidement anéantis lorsqu'ils ont découvert que le coffre-fort ne contenait rien d'autre que de la paperasse, de la petite monnaie, des balles, des accessoires d'armes à feu et d'autres objets hétéroclites. La fortune promise de $20 000 n'était qu'une cruelle illusion. Dans une tentative désespérée d'éliminer toute preuve pouvant les relier au crime, Austin et Timothy ont eu recours à l'incendie. Ils ont mis le feu aux journaux, à plusieurs sacs poubelles contenant des preuves de leur acte odieux et à leurs propres vêtements ensanglantés dans un foyer situé dans l'arrière-cour. Mark Cates, le beau-père de Justin, est rentré du travail et a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Une table avait été déplacée et des tapis avaient disparu. Il est apparu que son coffre-fort et son arme de poing avaient également disparu. Inquiets pour le bien-être de Justin, Mark et sa femme ont contacté la police et tenté de joindre Justin, mais ils ont découvert que son téléphone portable avait été oublié. Au cours de l'enquête, les agents ont reçu des rapports sur un véhicule suspect vu devant le domicile de Justin. La description correspondait à la voiture d'Austin, un élément d'information crucial qui allait finalement conduire les autorités aux auteurs du crime. Les inspecteurs du shérif du comté de Warren, armés de ces informations, ont lancé des recherches pour retrouver Austin et le véhicule suspect. Les détectives ont méticuleusement reconstitué les événements de cette journée fatidique, découvrant la vérité derrière le meurtre de Justin. Le poids de leurs actions est devenu trop lourd à porter pour Austin, qui a fini par admettre qu'il était présent lorsque Timothy a poignardé Justin. Il a prétendu ignorer les intentions de Timothy et a nié avoir tiré sur le corps de Justin, rejetant toute la responsabilité sur Timothy. Par un coup du sort, Timothy a entendu Austin l'impliquer seul dans le meurtre alors qu'ils étaient détenus dans des cellules adjacentes. Lorsque les détectives ont interrogé Timothy, il a avoué le crime, mais a impliqué Austin dans la planification du cambriolage. Le même jour, les adjoints du shérif du comté de Preble, guidés par les indications approximatives d'Austin, découvrent le corps sans vie de Justin. Le procès qui a suivi le meurtre brutal de Justin Bach a captivé la nation, mettant en lumière la profondeur de la dépravation humaine et la réponse du système judiciaire à des crimes aussi odieux. La salle d'audience est devenue le théâtre d'une bataille entre la justice et les actes inimaginables, commis par Austin Myers et Timothy Mosley. Finalement, Austin Myers a été condamné à mort le 17 octobre 2014, à l'âge de 19 ans, devenant ainsi le plus jeune détenu dans le couloir de la mort de l'Ohio, dans l'attente de son exécution. Timothy Mosley, quant à lui, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle à la suite d'un accord de plaidoyer. Pendant toute la durée de la condamnation, Myers n'a manifesté aucune émotion. Dylann Roof. Roof, suprémaciste blanc et meurtrier de masse américain, a orchestré l'un des actes de terrorisme intérieur les plus odieux de l'histoire récente. Au cours d'une paisible étude biblique à l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church, Roof a déchaîné sa haine, ôtant impitoyablement la vie à 9 Afro-Américains innocents et laissant une personne blessée.
Préparez-vous à découvrir les détails effrayants de son crime, de son procès et de l'horrible réalité de ses actes. Le chemin de Dylann Roof vers l'infamie a été pavé d'une éducation troublée et d'un passé troublant de croyances racistes. Né le 3 avril 1994 à Columbia, en Caroline du Sud, Dylann Roof a montré des signes de trouble dès son plus jeune âge. Ses résultats scolaires s'en ressentent et il finit par abandonner l'école, se retrouvant à la dérive dans un monde qui ne semble pas avoir besoin de lui. Sans direction claire dans la vie, Roof s'est tourné vers les jeux vidéo et la drogue pour combler le vide. La descente de Roof dans les ténèbres a été marquée par des démêlés avec la justice. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue et violation de domicile, ce qui a renforcé son statut d'individu perturbé. Malgré ces démêlés avec les autorités, Roof a réussi à passer à travers les mailles du système, évitant ainsi toute conséquence sérieuse de ses actes. C'est au cours de cette période tumultueuse que les convictions racistes de Roof ont commencé à s'affirmer. Il a exprimé son soutien à la ségrégation raciale et a fait des commentaires désobligeants sur les personnes de couleur. La radicalisation de Roof a été alimentée par des événements extérieurs. Le meurtre de Trayvon Martin, un adolescent noir non armé, par un bénévole de la police de quartier en 2012, a servi de catalyseur à la descente de Roof dans l'idéologie de la suprématie blanche. Il a affirmé que cet incident l'avait éveillé à ceux qu'il percevait comme une vague de crimes entre noirs et blancs, renforçant ainsi sa conviction de la nécessité d'une séparation raciale. Au fur et à mesure que ces convictions racistes s'affirmaient, Roof a cherché à les valider et à les renforcer dans les recoins les plus sombres de l'Internet. En tombant dans les trous de lapin de l'Internet, il s'est immergé dans des communautés en ligne qui épousaient les idéologies de la suprématie blanche. Ces chambres d'écho virtuelles lui ont donné un sentiment d'appartenance et un sens déformé de la vérité, alimentant ainsi sa radicalisation. Dans son manifeste, découvert sur son site web, Roof expose ses opinions tordues sur divers groupes raciaux et ethniques. Remplis de vitriol et de haine, ces mots révèlent un individu profondément perturbé, habité par le désir de semer les graines de la discorde raciale. C'est dans les limites de cette idéologie tordue que Roof a trouvé la justification de son acte odieux. Roof a spécifiquement ciblé l'église Emmanuel AME en raison de son importance historique et de sa forte proportion de membres noirs par rapport aux membres blancs. L'église, située à Charleston, en Caroline du Sud, occupe une place prépondérante dans l'histoire afro-américaine et symbolise depuis longtemps la résilience et la force face à l'adversité raciale. Roof y a vu la cible idéale pour semer la terreur dans le cœur de la communauté noire et provoquer le chaos. La nuit du 17 juin 2015 était censée être une paisible séance d'études bibliques à l'église Emmanuel AME. Roof, armé d'un pistolet Glock qu'il avait obtenu à la suite d'une vérification défectueuse de ses antécédents, est entré dans l'église sans être repéré. Il s'est assis parmi les fidèles qui ne se doutaient de rien, attendant le moment opportun pour déchaîner sa haine. Lorsque le moment est enfin arrivé, Roof a sorti son arme et a ouvert le feu. Le bruit des coups de feu a brisé la tranquillité de l'église, laissant les fidèles dans un état de choc et de terreur. 9 Afro-Américains innocents ont perdu la vie cette nuit-là, et leurs familles ont été brisées à jamais par cet acte de violence insensé. Le règne de terreur de Dylann Roof a pris fin le 18 juin 2015, lorsqu'il a été capturé lors d'un contrôle routier de routine. La nation a poussé un soupir de soulagement collectif, car l'homme responsable de l'odieux attentat contre l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church était enfin en garde à vue. La capture de Roof a marqué le début d'un long et difficile parcours judiciaire qui allait finalement le conduire devant la justice. Les aveux de Roof ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. Il a admis ses actes, sans s'excuser, et résolu dans ses croyances tordues. Les détails effrayants de son mobile et de sa planification ont été révélés au monde entier, exposant les profondeurs de sa haine et la nature calculée de son attaque. La procédure judiciaire engagée contre Roof est sans précédent. Il est devenu la première personne dans l'histoire des États-Unis à être condamné simultanément à la peine de mort au niveau fédéral et au niveau de l'État. Devant le tribunal de l'État, Roof a plaidé coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à 9 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, c'est devant le tribunal fédéral que le poids de ces crimes sera pleinement pris en compte. Le procès fédéral de Roof a débuté en décembre 2016, le ministère de la Justice annonçant son intention de requérir la peine de mort. Roof a été reconnu coupable de 33 chefs d'accusation fédéraux, notamment de crimes haineux et d'entraves aux croyances religieuses. Après des délibérations approfondies, le jury a décidé à l'unanimité que la peine appropriée pour les crimes commis par Roof était la peine de mort. La sentence a été prononcée en janvier 2017, marquant la fin du procès. Sean Sellers. Le tribunal de district du comté d'Oklahoma prononce actuellement la sentence de Sean Sellers. Sellers est devenu tristement célèbre pour avoir commis des crimes odieux dès son plus jeune âge. Ces crimes, qui incluent le meurtre de sa propre mère et de son beau-père, étaient motivés par la vengeance et une croyance tordue dans les rituels sataniques.
Le procès de Sellers et sa condamnation à mort à l'âge de 16 ans ont attiré l'attention du monde entier, suscitant des débats sur l'âge auquel une personne peut être condamnée à mort. Né le 18 mai 1969, Sean Sellers semblait être un adolescent ordinaire, mais sous sa façade apparemment innocente se cachait une sinistre obscurité. C'est au cours de la nuit fatidique du 5 septembre 1985 que Sellers commet son premier meurtre. Animé par une soif de vengeance, Sellers s'en prend à Robert Paul Bauer, un employé de la supérette Circle K qui a refusé de lui vendre de la bière. Animé par la colère et un sentiment tordu d'avoir droit à quelque chose, Sellers a déchaîné sa rage sur Bauer, mettant fin à sa vie dans un acte de violence insensé. Mais ce n'est que le début de la descente de Sellers dans les profondeurs de la dépravation. Le 5 mars 1986, il tourne ses intentions meurtrières vers sa propre famille. En pleine nuit, ne portant que des sous-vêtements pour limiter les éclaboussures de sang, Sellers se glisse dans la chambre à coucher où sa mère, Vonda, et son beau-père, Paul Lee Bellofato, sont paisiblement endormis. Une arme de poing à la main, il a froidement exécuté son beau-père, Lee Bellofato, d'un seul coup de feu. Le bruit du coup de feu a réveillé sa mère. Et, dans un moment de terreur absolue, elle s'est retrouvée face à son propre fils, celui qui était censé la protéger. Sellers a tiré sans ménagement une balle dans le visage de sa mère, mettant fin à ses jours en un instant. La scène de crime a été méticuleusement mise en scène pour donner l'impression qu'un intrus avait commis l'acte odieux. Sellers espérait dissimuler sa culpabilité, mais la vérité finirait par éclater au grand jour. Les preuves le désignent directement, et les murs de mensonges qu'il avait construits commencent à s'effondrer. Mais l'horreur des crimes de Sellers ne s'arrête pas là. Dans une révélation choquante, il a ensuite avoué le meurtre, en 1985, de Robert Paul Bauer, l'employé de la supérette Circle K. Lors de son procès, Sellers a fait un aveu qui fait froid dans le dos. Il a déclaré être un sataniste pratiquant à l'époque des meurtres, affirmant qu'il était sous l'influence d'une possession démoniaque. Sellers a déclaré avoir lu des centaines de fois la Bible satanique d'Anton LaVey, qu'il considérait comme un guide dans sa vie. Il considérait le satanisme comme une façon honnête de vivre, une voie qui lui permettrait de contrôler son propre destin. Les avocats de sa défense ont même soutenu que son addiction aux jeux Donjons et Dragons avait joué un rôle dans sa descente dans les ténèbres. Cependant, le jury a refusé de prendre en compte ces arguments et a déclaré Sellers coupable de multiples homicides. En 1986, Sellers est condamné à mort, devenant ainsi l'une des 22 personnes aux États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976 à être exécutée pour un crime commis alors qu'elle était âgée de moins de 18 ans. La réaction de Sellers à sa condamnation a été la suivante. Son cas a attiré l'attention internationale, non seulement en raison de son âge, mais aussi de sa conversion au christianisme en prison et de son affirmation de possession démoniaque. La nature choquante de ces crimes et le procès qui s'en est suivi ont eu un impact durable sur la conscience collective, soulevant des questions sur la capacité de l'âme humaine à faire le mal. Michael Bargo. Nous nous rendons dans une salle d'audience du comté de Marion où la sentence de Michael Bargo est en cours. En avril 2011, la paisible ville de Summerfield, en Floride, a été secouée par un crime horrible qui a marqué à jamais son histoire. Seth Jackson, un garçon de 15 ans, a été victime d'un complot tordu orchestré par son ex-petite amie, Amber Wright, et un groupe de jeunes dirigé par Michael Bargo. Prenez place pour découvrir les détails glaçants de ce crime, le procès qui a suivi et la réaction choquante d'un jeune brutal confronté à l'ultime châtiment. Seth Jackson est un adolescent ordinaire qui grandit avec ses 2 frères aînés dans la ville voisine de Summerfield, dans le comté de Marion. Il fréquentait le lycée Bellevue, où il était connu pour ses prouesses athlétiques et ses rêves d'entrer dans l'octogone. Mais derrière la façade d'un jeune athlète prometteur, une tempête se préparait. Seth Jackson et Amber Wright ont commencé à se fréquenter, leur jeune amour étant rempli d'espoir et de rêves. Mais au fil du temps, des fissures sont apparues dans leur relation. Jackson a commencé à soupçonner Wright de le tromper avec une connaissance plus âgée, de 18 ans. Michael Bargo. Les graines de la jalousie et de la méfiance ont été semées, et leur relation est rapidement devenue toxique. En véritables adolescents, Jackson et Wright ont porté leurs griefs sur les médias sociaux, utilisant Facebook comme champ de bataille. Le couple, autrefois amoureux, s'est engagé dans une guerre des mots amers, exposant ses griefs à la vue de tous. La toxicité s'est intensifiée, alimentée par leur tentative de se rendre jaloux l'un l'autre et par la présence croissante de Michael Bargo dans leur vie. Bargo, nourri d'une haine intense et persuadé que Jackson avait abusé de Wright, l'a confronté à une menace sinistre. « J'ai une balle avec ton nom dessus ». Michael Bargo, qui avait des antécédents de vol et un penchant pour le port d'armes, semblait avoir regardé trop de vidéos de gangsters. Son attitude et ses tendances violentes allaient avoir des conséquences dévastatrices. Le 17 avril 2011, Bargo a révélé ses véritables intentions à son ami Kyle Hooper. En colère après une prétendue menace de Jackson de brûler sa maison, Bargo a décidé que Jackson devait mourir.
Il a demandé l'aide de Hooper et de 3 autres personnes, Amber Wright, Justin Soto et Charlie Ely. Ensemble, ils ont planifié le meurtre de Seth Jackson. Bargo a demandé à Wright d'attirer Jackson chez Ely cette nuit-là, en lui promettant de l'abattre. Wright, déchiré entre sa loyauté envers Bargo et ses sentiments complexes pour Jackson, a échangé des SMS avec lui, prétendant vouloir arranger les choses et lui demandant de la rejoindre à la maison. Jackson, sentant un piège, a exprimé ses inquiétudes, mais a finalement décidé d'y aller. C'est ainsi que, lors de cette nuit fatidique, Seth Jackson s'est jeté dans la gueule du loup, sans se douter des horreurs qui l'attendaient. Michael Bargo, armé d'un revolver de calibre 22, vise Seth Jackson. Les coups de feu retentissent, perçant le silence de la nuit. Jackson, blessé mais pas encore vaincu, se bat pour sa vie, essayant désespérément d'échapper aux griffes de ses agresseurs. Dans une tentative désespérée de fuite, Jackson trébuche à l'extérieur, son corps affaibli par les blessures par balle. Mais sa fuite est de courte durée. Justin Soto l'a plaqué dans la cour avant, le frappant sans pitié, tandis que Bargo tirait d'autres coups de feu, chacun d'eux étant un coup cruel porté au corps déjà meurtri de Jackson. Les tueurs, animés par le désir tordu d'assurer la mort de Jackson, ont ramené son corps sans vie dans la caravane et l'ont placé dans la baignoire. Mais même dans la mort, le tourment de Jackson était loin d'être terminé. Bargo, rongé par une rage sadique, continue de s'acharner sur le corps inanimé de Jackson. Il a tiré d'autres balles, chacune étant un dernier acte de brutalité. Leur tâche macabre étant loin d'être achevée, Bargo et ses complices ont traîné le corps de Jackson jusqu'à l'arrière-cour. Un foyer les attendait. Ils avaient l'intention de se débarrasser des restes de Jackson afin d'effacer toute preuve de leur crime odieux. Michael Bargo, avec l'aide de James Havens, a fait appel à un complice volontaire pour les conduire jusqu'à une carrière de roches isolée et remplie d'eau à Ocala. C'est là que les seaux contenant les restes de Seth Jackson ont été jetés dans les profondeurs, perdus à jamais pour le monde entier. Le meurtre brutal de Seth Jackson a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant dans son sillage une traînée de dévastation. Mais alors que les flammes de la haine commençaient à s'éteindre, la quête de justice s'est enflammée. Kyle Hooper, le premier à craquer sous le poids de la culpabilité, avoue à sa mère, révélant les détails macabres du crime. La vérité s'est répandue, impliquant les autres personnes impliquées. L'un après l'autre, les coupables ont été arrêtés, leur vie ayant été bouleversée à jamais par leurs actes monstrueux. Les experts médico-légaux ont méticuleusement passé au peigne fin la scène de crime, rassemblant des preuves qui allaient s'avérer cruciales dans la poursuite de la justice. L'analyse ADN a révélé la présence du sang de Seth Jackson, mélangé à l'ADN des accusés, dans toute la maison. Des tissus brûlés et des fragments d'os retrouvés dans le foyer et dans la carrière voisine ont été identifiés comme appartenant à Seth Jackson. Le procès qui s'ensuivit fut un spectacle déchirant, car toute l'étendue de la dépravation des accusés fut mise à nu aux yeux de tous. Les procureurs ont présenté une montagne de preuves, ne laissant aucun doute sur la culpabilité des accusés. Michael Bargo, l'instigateur du meurtre, a fait l'objet de l'examen le plus sévère. L'accusation a brossé le tableau effrayant d'un jeune homme rongé par la haine, poussé à commettre des actes de violence inqualifiables. La défense de Bargo a cependant fait valoir qu'il était atteint d'une maladie mentale, tentant ainsi d'atténuer sa responsabilité dans le crime. Finalement, le verdict est tombé. Michael Bargo, ainsi que ses co-conspirateurs, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Le jury a recommandé la peine de mort pour Bargo, tandis que les autres ont été condamnés à la prison à vie. Alors que le juge lisait sa sentence, Michael Bargo était assis dans la salle d'audience, ne manifestant aucune émotion à la perspective de la mort. Dexter Johnson. Notre dernier cas se déroule au centre de justice pénale du comté de Harris, où Dexter Johnson est jugé et où la sentence est sur le point d'être prononcée. Johnson, un double meurtrier du comté de Harris, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris de meurtre capital, pour son rôle dans un vol qui a coûté la vie à 2 victimes. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez les détails horribles des crimes de Johnson, de son procès et de la bataille juridique en cours. Vous vous interrogerez sur les limites de la justice et les complexités de la peine de mort. Tout a commencé en 2006, lorsque Dexter Johnson, quelques jours après avoir fêté ses 18 ans, s'est lancé dans une série de crimes qui ont marqué à jamais les rues du comté de Harris. Avec 4 autres adolescents, Johnson s'est engagé sur la voie de la destruction, alimenté par un sinistre désir de pouvoir et de contrôle. Ce jour-là, Maria Apares, une jeune femme de 23 ans, et Uingo, un jeune homme de 17 ans, se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Assis dans la voiture de Maria devant la maison de Ngo, ils étaient loin de se douter que leur vie allait être brutalement anéantie. Johnson et ses complices, le cœur rempli de malice, se sont approchés du couple sans méfiance. Dans un acte de violence effroyable, ils ont détourné et volé Maria et Hui, les forçant à monter dans le véhicule contre leur volonté. Mais ce n'était que le début de leur cauchemar. Johnson et sa bande ont emmené le jeune couple terrifié dans un endroit isolé, loin des regards indiscrets. C'est là que l'étendue réelle de leur dépravation sera révélée.
Johnson, poussé par une soif de pouvoir maladive, a soumis Maria à un acte d'abus sexuel odieux. Comme si cela ne suffisait pas, Johnson et un autre membre du gang ont décidé d'éteindre toute lueur d'espoir qui subsistait. Ils ont froidement abattu Maria et Huey, mettant fin à leur jour sous une pluie de balles. La brutalité de leurs actes a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant dans son sillage une traînée de chagrin et de désespoir. La vie de deux âmes innocentes a été interrompue, leurs rêves brisés par les mains de ces criminels sans cœur. Les meurtres de Maria Aparece et de Huey Ngo n'étaient qu'un aperçu de l'horrible série de crimes orchestrés par Dexter Johnson et ses complices. Pendant 25 jours, ils ont fait régner la terreur, laissant derrière eux des traces de dévastation et des vies brisées. Les procureurs du comté de Harris, chargés de traduire ces criminels en justice, ont eu la lourde tâche de démêler l'écheveau de la violence et de veiller à ce que les responsables subissent les conséquences de leurs actes. En 2007, Dexter Johnson a été condamné pour son rôle dans le double meurtre de Maria Aparece et Huey Ngo. Les preuves présentées au cours du procès ont dressé le portrait effrayant d'un jeune homme rongé par les ténèbres, dépourvu d'empathie et de remords. Le jury, après avoir examiné attentivement les détails déchirants des crimes, a rendu un verdict qui changera à jamais le cours de la vie de Johnson. Il a été condamné à la peine de mort, un châtiment jugé approprié pour les horreurs inimaginables qu'il avait infligées à ses victimes. Après le verdict du jury, la salle d'audience a éclaté dans un mélange de choc, de chagrin et de colère. La famille de Johnson, assise derrière lui, s'est mise à sangloter bruyamment, perturbant la procédure judiciaire. Johnson, quant à lui, était furieux du verdict du jury et, dans un geste choquant et sans remords, s'est jeté sur la famille des victimes, essayant de les attaquer. À la suite de ces actions, le pandémonium a éclaté dans la salle d'audience, plusieurs officiers se précipitant pour encercler Johnson, tandis que d'autres tentaient de tenir la galerie à distance. Tout porte à croire que Johnson n'a pas accepté sa condamnation à mort de bonne grâce, d'où le chaos qui s'ensuit. Nous concluons ainsi notre vidéo sur les enfants les plus brutaux qui ont réagi à des condamnations à mort. Nous espérons qu'en faisant la lumière sur ces cas, nous pourrons encourager les discussions sur les complexités du système judiciaire et la nécessité de le réformer. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.